débat. Et j'en viens à l'amendement 843 et 53 amendements identiques. Je donne la parole à Martin Lalande sur l'amendement 882 pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. L'amendement que 53 collègues ont déposé prévoit que l'assistance médicale à la procréation est expressément réservée aux couples composés d'un homme et d'une femme souffrant d'une infertilité à caractère pathologique dans des conditions prévues par l'article L. 2141-2 du Code de santé publique. Les lois récentes sur la procréation médicalement assistée ont tracé les limites du droit à l'enfant en indiquant que la PMA a pour but de remédier à l'infertilité pathologique d'un couple formé d'un homme et d'une femme. Elle n'a pas pour but de permettre des procréations de convenance sur la base d'un hypothétique droit à l'enfant donnant priorité ainsi au désir des adultes sur l'intérêt des enfants. Accorder aux couples de même sexe cette possibilité reviendrait non seulement à priver délibérément un enfant d'un père ou d'une mère par une filiation artificielle, mais elle introduirait aussi un mensonge d'État, il faut bien l'appeler ainsi, en faisant croire à des enfants qu'ils peuvent juridiquement avoir deux pères ou deux mères. Nous refusons de créer par la loi la plus lourde des inégalités, avoir deux catégories d'enfants, ceux qui ont un père et une mère et ceux qui ont deux parents masculins ou deux parents féminins. Enfin, comme l'a rappelé tout à l'heure Marie-Christine Dalloz, étendre la PMA aux femmes homosexuelles aurait un coût financier que malheureusement l'étude d'impact n'a pas permis d'évaluer. Monsieur Benisti sur le 938. Merci Monsieur le Président. Comme le dit très justement notre collègue Mamère, et il a raison, il faut que nous sortions de l'hypocrisie. Tout le monde sait aujourd'hui, sur l'ensemble de ces bancs, que si nous votons cet article sur la PMA, on ira au bout de la logique et on légalisera à terme la GPA, la gestion pour autrui. Puisqu'on ne cesse de parler d'égalité, donc on ira chercher l'égalité entre les femmes lesbiennes et les homosexuels hommes. Et pour bon nombre de parlementaires ici, c'est une vision de la société que nous récusons. Car premièrement, on ne peut réduire la femme essentiellement à son ventre et on ne peut toujours pas se résoudre à ce qu'un utérus soit loué, voire prêté ou négocié. Et deuxièmement, une fois de plus, l'enfant perd son statut d'être humain et est rabaissé au statut d'objet. Mes chers collègues, les droits de l'enfant sont ici encore bafoués. 80% des pédopsychiatres et le dernier rapport de l'INSERM nous appellent à réfléchir sans hypocrisie sur les conséquences dramatiques pour ces enfants qui vont être issus soit de la PMA, soit de la GPA, qui vont subir toute leur vie. Méditons ensemble, puisque c'est le jour du Seigneur, Monsieur le Président, sur les conséquences des décisions que nous allons prendre aujourd'hui, pas plus pour les femmes objets que nous affligeons que pour les enfants Playmobil que nous allons créer. Monsieur Gosselin, le 1472. Oui, Monsieur le Président, je ne reviendrai pas sur l'effet domino que nous ne cessons de dénoncer. Il y a un effet domino qui est là, même si encore une fois on nous présente deux textes, une vente à la découpe. Force est de constater que les ambiguïtés depuis le début du gouvernement ou d'une partie du gouvernement, du président de la République, ne facilitent pas les débats que nous menons. Et c'est bien ça, la vraie difficulté. Si dès le départ, le gouvernement avait été clair dans ses choix, dans ses priorités, peut-être aujourd'hui aurions-nous un débat différent. Parce qu'en effet, derrière tout ça, c'est la question du modèle, effectivement, de la famille, de la filiation qui est posée. Notre collègue Noël Mamère l'a dit tout à l'heure. C'est aussi le rôle du législateur. Est-ce que le législateur est un greffier de l'état de l'opinion? Est-ce que le législateur est un greffier de l'état des techniques médicales de procréation ou d'autres d'ailleurs sujets? C'est ça la question essentielle. Et effectivement, elle traduit des approches différentes des visions de la société. Mais quand on est pragmatique, on regarde ce qui se passe à l'étranger
j'ai accompagné le rapporteur, un groupe de députés, dans un déplacement du reste très courtois et intéressant, et les députés européens que nous avons alors rencontrés, qui venaient du Portugal, qui venaient de Suède, du Danemark, et d'ailleurs, nous ont tous dit « Allez-y », j'étais le seul en opposition, « Allez-y, c'est une première étape, il faut y aller, mais elles sont toutes liées. » Et oui, elles sont toutes liées, et c'est cela que nous voulons mettre en avant ici. Merci. Monsieur Nicolas Dhuicq sur le 1543. Merci, Monsieur le Président. Que de non-dits, que de forclusions sur les bancs du gouvernement. La véritable question qui est posée, c'est soit nous avons une conception de la construction de l'humanité qui est suffisamment plastique pour considérer qu'on peut lui faire parcourir tous les avatars possibles, que la technique n'empêchera pas cette construction, et c'est la question qui est posée par notre collègue Mamère, parce qu'il y a effectivement un lien direct entre votre texte et les questions de technique et d'éthique qui suivent. Soit nous considérons, comme nous le faisons sur ces bancs, que dans la construction humaine, il y a des invariants structurants, et que ces invariants structurants sont pour le plus grand nombre nécessaires, parce que oui, quelle que soit la complication et la complexification que vous poserez aux enfants qui seront issus de ces nouvelles techniques, il y aura des enfants qui seront parfaitement capables, par leur volonté, leur force de vie, leur élan vital, d'affronter toutes les difficultés. Mais il y en aura d'autres pour lesquels vous allez largement compliquer les choses. Et ce n'est pas parce que l'humain est si plastique qu'il peut affronter toutes les difficultés qu'il faut mépriser ces invariants, qu'il faut mépriser ces millénaires d'évolution dont nous avons particulièrement besoin, quel que soit l'état de notre conscience aujourd'hui. Merci. Monsieur Le Fur, sur le 1632. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je limiterai mon propos pour ma part à la PMA. Ce qu'il faut rappeler, et beaucoup de gens l'ignorent, c'est qu'actuellement la PMA, pour l'essentiel, se passe à l'intérieur du couple. Elle pose déjà des problèmes, on le sait bien, puisqu'il faut un minimum de stabilité des couples, et on a eu des débats de cette nature. Elle pose aussi des problèmes quant à la conservation des embryons, et ça c'est d'autres sujets déjà compliqués. Ça se complique quand, dans un certain nombre de cas, qui ne représentent que 8% des cas de PMA, on fait appel à un donneur extérieur. Et là, on pose un problème majeur qui est celui des origines. Problème majeur, parce que je crois qu'il y a une demande légitime des origines, et d'autres que moi le disent. Troisième sujet, vous voulez étendre la PMA aux couples lesbiens. Vous comprenez bien que si la clause médicale saute pour les couples lesbiens, elle sautera tout autant pour les couples hétéros. C'est-à-dire que nous n'aurons plus de raison de refuser la PMA pour des raisons d'âge, puisque la condition médicale ne sera plus exigée pour les uns. Il n'y aura aucune raison de ne pas l'exiger pour les autres. Nous n'aurons pas davantage de raison d'interdire la conservation des ovocytes. Vous comprenez que si vous faites sauter la condition médicale au nom de droits donnés aux couples lesbiens, cette condition médicale, elle sautera pour tout. Et la PMA deviendra un élément de convenance. Donc c'est un sujet qui ne concerne pas simplement les couples lesbiens, mais cela impactera l'ensemble de notre législation sur les PMA. C'est pour ça qu'il faut agir avec la plus grande prudence. Chacun sait, la prudence, c'est la qualité majeure du législateur. Monsieur Chevrollier, sur le 1778. Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, chers collègues, les lois récentes sur l'assistance médicale à la procréation ont tracé les limites du droit à l'enfant en indiquant que la PMA a pour but de remédier à l'infertilité pathologique d'un couple formé d'un homme et d'une femme. Ces dispositions ont été votées lors de la révision de la loi de bioéthique promulguée le 7 juillet 2011. Cette loi de bioéthique a été le fruit d'une grande concertation, d'états généraux, de longs débats, ce qui nous paraissait normal lorsque nous étions dans la majorité pour des sujets de cette importance. Or vous, sur votre projet qui nous réunit un dimanche, avec le coût pour la collectivité nationale, même si ça reste dans le budget de l'Assemblée, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, mais on aurait pu faire cette économie parce qu'il faut aujourd'hui diminuer la dépense publique. Il ne faut pas être à budget constant uniquement. Bref, nous, on aurait pu sur ce sujet faire des états généraux, faire un grand débat national, un référendum. Bref. Cette loi relative à la bioéthique n'a pas permis les procréations de convenance sur la base d'un hypothétique droit à l'enfant
donnant priorité au désir des adultes sur l'intérêt de l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant doit continuer à être la base de notre droit. Accorder aux couples homosexuels cette possibilité reviendrait non seulement à priver délibérément un enfant d'un père ou d'une mère par une filiation artificielle, mais elle introduirait un mensonge d'État en faisant croire à des enfants qu'ils peuvent juridiquement avoir deux pères ou deux mères, alors que notre droit affirme que tous les hommes naissent libres et égaux. Cette disposition contreviendrait à ce principe. En effet, vous créeriez plusieurs catégories d'enfants, ceux qui connaissent leurs parents biologiques et ceux dont la société va leur refuser ce droit, entre ceux qui vont pouvoir être élevés par un père et une mère et ceux qui auront deux mamans. De plus, ce droit offert aux femmes homosexuelles conduirait à une nouvelle discrimination entre les adultes, puisque les hommes homosexuels ne pourraient, eux, trouver une réponse à leur désir d'enfant. La notion d'égalité qui vous est si chère... La parole est à Monsieur Pierre Lequier sur le 2277. Oui, Monsieur le Président, j'ai entendu Monsieur Noël Mamère tout à l'heure et je suis d'accord avec lui. Pas sur l'aboutissement, mais sur l'importance éthique, philosophique, grave de ce débat. Il s'agit de la place de l'homme, de la femme, de l'enfant, face à l'évolution de la science, face à l'évolution des techniques médicales qui ne doivent pas primer sur les problèmes d'éthique, les problèmes philosophiques. Et Madame Berdinotti, il y a une certaine hypocrisie à dire que nous n'avons pas le droit d'aborder ce sujet, parce qu'il est hors sujet, alors que le groupe socialiste voulait le mettre à l'ordre du jour, que de nombreux ministres ou personnalités socialistes, comme M. Rebsamen, encore hier, qui s'est prononcé contre la PMA, prennent clairement position dans la presse. Et moi, je voudrais vous poser la question, pourquoi vous avez reporté le débat à plus tard? Parce que tout simplement, le groupe socialiste était divisé sur la question. Alors, je suis sûr que sur ce sujet, si l'on met à part les problèmes politiques et si on réfléchit en conscience, les députés sur ces bancs, mais sur tous les bancs, se posent des questions, sont en conscience, troublés et partagés. Et paradoxalement, nous sommes au cœur du sujet. La vérité, c'est qu'encore une fois, vous avez fait tout à l'envers. Il fallait d'abord consulter le Conseil consultatif national de l'éthique, organiser des états généraux et aborder l'ensemble du problème, mariage, adoption, PMA. Monsieur Lequier. La parole est à Monsieur Georges Fenech sur le 2762. Je voudrais vous dire, Madame le ministre, Monsieur le rapporteur, que ce matin, je me sens plus à l'aise qu'hier. Hier, je vous ai vu vous réjouir, et ce qui est votre droit le plus légitime, de l'adoption de l'article 1er qui ouvre le mariage aux personnes de même sexe. Nous n'avons pas les mêmes réjouissances de l'autre côté, mais au moins ce matin, on se sent plus à l'aise, en tout cas en ce qui me concerne, puisque si vous ne vous prononcez pas aujourd'hui, bien sûr, sur la PMA, sur le fond de la PMA, en tout cas, Monsieur le rapporteur l'a clairement dit. J'allais dire les masques sont tombés. Non, les masques ne tombent pas parce qu'on a compris, nous, depuis le début, quel est votre objectif final, de passer d'une procréation médicalement assistée à une procréation socialement assistée. Vous parliez de changement de civilisation. Ça, on est vraiment dans un changement même de la philosophie de ce qu'est l'homme aujourd'hui. Et souffrez qu'on peut en souffrir et émettre des objections graves et profondes sur un tel dispositif. Donc je me sens plus à l'aise aujourd'hui, Monsieur le rapporteur, Madame les ministres, parce que si nous avions quelques doutes, peut-être les Français aussi, aujourd'hui, sur cet article additionnel, les Français savent quel est le projet de société et de civilisation que vous nous préparez. Et je crois que la démocratie, bien sûr, vous êtes majoritaire, bien sûr, le texte a toute chance d'être adopté ici, on verra au Sénat plus tard. Mais au moins les Français, ce matin, avec cet article additionnel, qui nous écoutent,
savent quelle est la finalité de votre projet. Et donc moi j'en appelle vraiment aujourd'hui, parce que nous sommes la représentation nationale, mais nous réclamons un référendum sur des questions de cette importance. Les Français vont se mobiliser, j'en suis sûr. Nous allons rentrer dans une seconde phase où la France va se faire enfin entendre. Monsieur Philippe Meunier, sur le 2903. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame les ministres, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Avec cet amendement, nous rappelons qu'un enfant a le droit d'avoir un père et une mère. Notre devoir est de le protéger des caprices des adultes. C'est la raison pour laquelle nous voulons réserver la PMA aux couples hétérosexuels. Avec ce projet de loi, vous avancez masqué pour entraîner les Français vers la GPA à leur insu. Mais vous ne pourrez pas longtemps cacher au peuple votre volonté de détruire la famille. Vous êtes aux ordres de minorités agissantes, au détriment de la cohésion sociale et de notre pacte républicain. Nous vous demandons de vous ressaisir. Merci, Monsieur Meunier. Madame Valérie Lacroute, sur le 3088. Oui, Monsieur le Président, merci. Alors, il s'agit d'un amendement de précaution. Cet amendement a pour objet d'insérer dans ce projet de loi l'assistance médicale à la procréation et de rappeler qu'elle est expressément réservée aux couples composés d'un homme et d'une femme. Alors, après nous avoir fait passer pour des ringards, voire des homophobes, d'ailleurs, je vous le précise au grand désespoir de mes enfants, de nous avoir vociféré dessus parce qu'un de mes collègues avait eu le malheur de se considérer comme normal, ce n'est plus le maire, M-A-I-R-E, comme je l'ai fait hier, qui vous parle, mais la mère, M-E-R-E, qui s'adresse à vous. Moi, mère, je m'inquiète dans l'intérêt de l'enfant des conséquences de votre loi. Un enfant, se construit à partir d'un homme et d'une femme. Merci. Monsieur le Président Accoyer. Cet amendement est un amendement essentiel, car en réalité, il vous permettrait, Madame le Ministre, si vous l'acceptiez, que nous retrouvions un peu de sérénité et en tout cas un peu de sécurité sur ce que nous considérons comme devant dominer tous nos débats. En effet, le rapporteur, à la page 93 du tome 1 de son rapport, est très clair sur la PMA, l'accès à la PMA pour les couples formés de deux femmes. Et il s'agit là d'une première évolution qui pourrait conduire à un changement majeur de notre société qui, par voie de conséquence, de fil en aiguille, d'étape en étape, aboutirait évidemment au débat sur la grossesse pour autrui, la gestation pour autrui et sur le clonage. Nous l'avons évoqué hier. Or, le mariage vaut l'adoption, nous l'avons vu. Le mariage de couple de deux femmes vaut accès à la PMA, éventuellement par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité. Et le seul frein possible à cette heure, à cette étape, à cette évolution, et si vous êtes sincère, Madame le garde des Sceaux, je vous appelle à prêter attention à ce seul frein possible, serait d'accepter que l'on insère dans le texte que l'assistance médicale à la procréation est expressément réservée aux couples composés d'un homme et d'une femme souffrant d'une infertilité à caractère pathologique. À caractère pathologique. Ce sont ces deux mots qui, en réalité, verrouillent ou libèrent une évolution qui nous sépare profondément. Donc, vous pourriez au moins, Madame le garde des Sceaux, accepter cet amendement au moins le temps que le Comité national d'éthique travaille à fond, réfléchisse à fond, dans un esprit qui ne soit pas un esprit de précipitation, tel que nous pouvons le voir au cours de cette discussion, et que nous trouvions ensemble, au moins, le moyen d'atténuer les effets de ce texte. Merci. Madame Vautrin, sur le 3400. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, depuis maintenant près de 8 mois, le gouvernement, comme d'ailleurs plusieurs membres de votre majorité, nous ont habitués au reniement. Madame Guigou n'est pas là ce matin, c'est dommage. Et dans ce contexte, quel crédit pouvons-nous finalement apporter à vos affirmations selon lesquelles la PMA ne serait pas maintenant ? Plusieurs ministres se sont déjà exprimés pour soutenir la PMA. Madame Touraine est passée, mais je dois dire que son silence fut absolument étourdissant dans cet hémicycle, puisqu'elle n'a pas daigné répondre à nos questions. Elle est ministre de la Santé et à ce stade, nous ne connaissons toujours pas sa position devant l'ensemble des parlementaires. Quant au fond de l'amendement,
il a pour objet de rappeler que la PMA a pour fondement, a pour objet de lutter contre la stérilité dans un contexte très encadré. Parce que ce sujet interpelle nos consciences. Nous n'avons aucun avis du Conseil national d'éthique. Et quelque part, ce que vous voulez faire en ouvrant précipitamment la PMA, parce que vous le ferez, Madame le ministre, vous le ferez au printemps, vous allez finalement revenir sur le sujet de fond qui est la création du droit à l'enfant. Et nous, depuis toujours, et c'est notre grande différence, ce qui nous guide, c'est le droit de l'enfant et non pas le droit à l'enfant. La différence est importante et au plan constitutionnel, vous prenez un véritable risque de rupture d'égalité. Merci. Monsieur Miard. Bonjour, Monsieur Miard. Monsieur le Président, merci. Effectivement, avec cet article, nous posons, je dirais, la vérité qui est inéluctable avec l'adoption de l'article 1 que vous avez voté sur le mariage des homosexuels. Et effectivement, aujourd'hui, à partir du moment où vous avez mis sur un strict plan d'égalité le mariage hétéro et le mariage homosexuel, se pose la question de la PMA. Et je voudrais ici vous rappeler ce que je vous ai déjà dit. Il y a quelques semaines, j'ai entendu une enfant de 7 ans qui était née dans ces conditions parce que les deux personnes homosexuelles avaient fait un voyage sans doute en Belgique. Et cet enfant disait, cela m'a glacé, elle disait, je n'ai pas de papa et il va falloir que je m'y fasse. Eh bien, elle ne s'y fera jamais. Toute sa vie, cet enfant portera la stigmatisation de votre apprenti sorcier. Merci, Monsieur Miard. Monsieur Xavier Breton sur le 3425 et on se calme. Merci, Monsieur le Président. La question de l'assistance médicale à la procréation est inscrite dans la logique du texte. Pourquoi? Parce que ce texte, avec l'adoption, crée un droit à la filiation pour les couples de personnes de même sexe. Il n'y a pas assez d'enfants adoptables, ni dans notre pays, ni dans le monde. Et du coup, ce droit à la filiation va s'exprimer avec d'autres techniques qui seront l'assistance médicale à la procréation et la gestation pour autrui, d'abord à l'étranger, puis en France. Et je voudrais simplement revenir sur ce qu'a indiqué tout à l'heure le rapporteur en disant « Oui, il va y avoir l'assistance médicale à la procréation et en plus, il n'y aura pas d'états généraux ». Que dit la loi de bioéthique que nous avons révisée en 2011? Je lis « Tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d'un débat public sous forme d'états généraux ». Premièrement, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des progrès de la connaissance qui justifient ces états généraux? Oui, avec la vitrification des ovocytes, qui est une nouvelle technique qui a été intégrée, je parle sous le contrôle d'Alain Claes, qui était président de la mission à l'époque et de la commission, qui a été intégrée, c'est une nouvelle technique, et qui a des impacts qu'il va falloir mesurer. On sait qu'aujourd'hui, le syndicat des gynécologues accoucheurs demande la vitrification des ovocytes comme une technique de convenance pour les femmes, et non pas, et là on retombe sur nos débats de 2011, simplement pour des interventions très limitées. Donc les progrès de la connaissance interviennent. Le deuxième point, Monsieur le Président, c'est, je trouve, une lecture un peu restrictive de cette nécessité d'états généraux. Parce que selon vous, c'est seulement l'impact de nouvelles techniques qui devrait être étudié. Mais on peut également, et je crois que c'est logique, avoir des états généraux pour mesurer l'impact de techniques existantes avec de nouvelles utilisations. Merci, Sinon, ce serait trop facile. On aurait des nouvelles techniques. Madame Genevard sur le 3955. Merci, Monsieur le Président. Nous pensons que la PMA constitue, avec la GPA, le véritable objectif des partisans du projet de loi. Elle est pour eux la suite logique, voire la conséquence de la reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe. Mes chers collègues, je vous invite à réfléchir aux différentes formulations de l'article qui encadre la procréation médicalement assistée. Depuis la loi du 7 juillet 2011, voici ce que dit le Code de la santé publique. Il dispose que l'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Savez-vous ce qui a été supprimé
le 7 juillet 2011. Eh bien, ce qui a été supprimé, c'est la principale modification porte sur la disparition de la notion de demande parentale. Et pourquoi cette demande parentale a-t-elle disparu? Eh bien, parce que le législateur, dans sa grande sagesse, a voulu mettre une priorité à l'élément médical, à la dimension médicale de l'assistance médicale à la procréation, et il a fait reculer dans le texte la prééminence du désir d'enfant des parents. Eh bien, nous souhaitons rester sur ces dispositions, faire que ce soit bien la dimension médicale qui prévale et non pas la demande parentale. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons cet amendement. Merci Madame Genevard. Madame Isabelle Le Callennec sur le 4061. Oui, merci Monsieur le Président. Mesdames les ministres, chers collègues, avec cet amendement, nous vous offrions une énième chance d'apporter la preuve aux Français qui nous écoutent et suivent nos débats. La preuve que l'assistance médicale à la procréation restera dans notre pays exclusivement réservée aux couples hétérosexuels infertiles. Vous nous accusez d'hypocrisie, mais où est l'hypocrisie si ce n'est du côté de votre majorité? Votre intention est claire et se traduira dans la loi que vous nous annoncez sur la famille et la filiation. D'ailleurs, pourquoi cette loi sur le mariage maintenant, avant la loi sur la famille? Ça devient d'ailleurs une marque de fabrique de ce gouvernement. Ces lois dont l'enchaînement est incohérent et ne favorise pas un travail législatif serein et sincère. Alors ne prenez pas les Français pour ce qu'ils ne sont pas. Ils sont majeurs et lucides. Dans quelques mois, la PMA sera autorisée aux couples homosexuels dans notre pays. Vous y êtes quasiment tous favorables. Tous? Non? Il reste encore parmi vous quelques irréductibles et ce sont eux que nous invitons, parce qu'ils partagent nos convictions comme celles d'une grande majorité de Français. Ce sont eux que nous invitons à l'exprimer avec courage en votant notre amendement. Merci. Monsieur Paul Salène sur le 4274. Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, depuis le début de ces débats, vous refusez de répondre à une seule question, pourtant qui appelle un seul mot pour répondre, c'est oui ou non, le mariage des personnes de même sexe donnera-t-il les mêmes droits que celui des mariages hétérosexuels, c'est-à-dire aussi le droit à la PMA? Alors, si vous ne voulez pas répondre aux membres de l'opposition, si vous ne voulez pas répondre à tous les Français qui nous regardent, répondez au moins à mon collègue, le député socialiste, Jean-Louis Gagnère, qui hier au soir a écrit sur son blog qu'il était heureux que l'article 1er soit voté, qu'il l'avait voté parce que la PMA et la GPA ne verront jamais le jour en France. Alors répondez-lui au moins à lui, il fait partie de votre famille politique. Si vous ne répondez pas, Madame la Ministre, votre silence indiquera à tous les Français que vous mentez et que vous les trompez. Monsieur François de Mazières sur le 4760. Ah oui, il est là-haut. Sur le 4769. Alors, depuis maintenant des jours, on vous demande, Madame la Ministre, des éclaircissements sur votre position quant à la PMA. On vous a même demandé de répondre par oui ou par non, et jamais vous n'avez répondu. Et c'est vrai que pour nous, on voit bien qu'il y a de la tactique dans tout ça. Alors, on vous demande par cet amendement la possibilité d'enfin éclaircir les choses. Mais au fond, malheureusement, nous savons que vous ne répondrez pas clairement. Et je pense qu'on arrive toujours à la même question, une vision de la société différente. Pour vous, vous mettez sans cesse devant la scène l'égalité. Mais au fond, c'est l'égalité des désirs de l'adulte. Alors que nous mettons au premier plan l'égalité des enfants. Que les enfants qui seront adoptés puissent avoir un père et une mère. Car c'est une inégalité fondamentale que de dire qu'un enfant n'aura pas au moment de l'adoption un père et une mère. Alors, pour ceci, vous savez bien que finalement la PMA, c'est le moyen de contourner ceci. On vous demande, puisque malheureusement vous repoussez ça après, qu'il y ait au moins
des États généraux sur cette question. Pas seulement un avis du Comité national d'éthique qui est important, mais des États généraux. Ce qu'on vous a demandé depuis des mois pour cette loi essentielle que nous sommes en train de discuter et que malheureusement nous n'avons pu obtenir. Il y aurait eu ces États généraux, les Français auraient pu mieux s'exprimer. Merci. Madame Delaraudière sur le 4824. Merci, Monsieur le Président. Par cet amendement, nous vous disons qu'il y a bien sûr un lien évident entre le texte que nous discutons aujourd'hui, mariage et adoption pour les couples de même sexe, et la question de l'ouverture de la PMA aux mêmes couples. Ne pas vouloir le reconnaître, ne pas en discuter aujourd'hui est de l'hypocrisie de votre part. Donc nous ouvrons le débat sur ce sujet. Nous vous avons demandé un grand débat avec les Français sur ces sujets. De l'ouverture du mariage aux couples gays et de l'adoption, vous avez refusé. Nous vous avons demandé des états généraux sur la famille. Vous nous dites que ce n'est pas le moment. Quand allez-vous faire ces états généraux? Avez-vous peur des familles? Nous vous avons demandé de consulter le Conseil national de l'éthique. Ce n'est pas encore l'objet du texte. Vous avancez en force. Si vous n'étiez pas prêt, il fallait attendre un peu et nous proposer un projet de loi mariage et famille. Au moins, les Français auraient eu une vision complète et claire de votre politique sur ces sujets majeurs de notre société. Et Madame la rapporteure, vous qui venez de dire qu'il fallait cesser l'hypocrisie en ne voyant pas que des femmes lesbiennes allaient à l'étranger faire des PMA, comme si c'était anodin d'ouvrir la PMA pour des motifs qui ne sont pas d'infertilité médicale. Eh bien, que nous direz-vous? Vous nous direz aussi qu'il faut cesser l'hypocrisie parce qu'il y a des femmes qui vont faire des GPA à l'étranger? Monsieur Fromentin sur le 1512. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je crois que cet amendement, il est au cœur de nos débats. Il est au cœur de nos débats parce que finalement, c'est tout le sens. C'est tout le sens de ce projet que de débattre sur ces conséquences de ce droit à l'enfant qu'on est en train de créer. Moi, je m'interroge aussi sur le sens de la loi. Vous voyez. Quand je lis Jean-Pierre Michel qui dit qu'il va falloir suivre la science, est-ce que notre rôle ici, dans cet hémicycle, c'est de suivre la science? Quand je vous entends dire ça se fait à l'étranger, donc faisons-le ici. Est-ce que le sens de ce qu'on vit aujourd'hui, de ce qu'on fait dans cet hémicycle, c'est de suivre ce qui se passe à l'étranger? N'a-t-on pas en France une capacité à inscrire ici, dans cet hémicycle, à l'Assemblée nationale, nos propres valeurs? La France s'est grandie quand elle a imprimé, fait rayonner ses valeurs, non pas quand elle essaye de suivre, bon an, mal an, celles des autres pays. Je me pose la question du sens de la loi. Quand on essaye de suivre les usages et de se poser la question, est-ce que la PMA doit suivre finalement les usages au lieu de se poser fondamentalement la question du sens de cet acte qui est à la base un acte médical. C'est les raisons pour lesquelles je pense que cet amendement est indispensable dans les débats, dans les discussions qu'on a aujourd'hui. Monsieur Nicolin sur le 5218. Merci, Monsieur le Président. Nous connaissions la boîte de Pandore, nous connaîtrons désormais la boîte Taubira. Il est clair que, eh oui, Monsieur le Président, il est clair que petit à petit, nous découvrons que le gouvernement a d'autres desseins qu'uniquement ouvrir le mariage aux couples de même sexe. Nous avons déjà découvert qu'il pourrait bien sûr adopter, mais pourquoi s'arrêter là? Si adopter est le moyen de pouvoir offrir à ces couples un enfant, il faudra leur permettre, bien évidemment, dans ce cas-là, de pouvoir avoir un enfant par PMA, par GPA, après-demain par clonage. Donc vous donnerez tous les moyens d'égalité. Et c'est cette raison qui nous pousse à développer cet amendement. Parce que cet amendement doit nous permettre d'avoir une réponse claire. Il va y avoir un vote, mes chers collègues. Et par conséquent, vous allez voter contre cet amendement. Nous allons voter pour. Et nous saurons ainsi quels sont ceux qui veulent réserver la PMA aux enfants aux couples hétérosexuels et quels sont ceux qui sont prêts à l'ouvrir aux couples homosexuels. Merci. Et je voudrais maintenant avoir l'avis de la Commission sur ces amendements identiques. Merci, Monsieur le Président. Alors, les États généraux, vous avez cité le texte. D'ailleurs,
confirme la position que je vous ai exprimée tout à l'heure et qui justifie qu'il n'y aura pas, enfin selon la Commission, qu'il n'y aurait pas nécessité d'ouvrir les États généraux si l'on devait ouvrir la PMA aux couples de femmes. Je vais citer Jean Leonetti dans son rapport de 2011 relatif à la modification des lois bioéthiques. Je le cite. « Cette question dépasse largement le cadre d'une loi bioéthique. Même si la demande d'une meilleure reconnaissance de l'homoparentalité s'accroît et si la question de l'accès des couples de femmes à l'assistance médicale à la procréation est posée, son émergence à l'occasion du réexamen des lois de bioéthique ne doit pas faire oublier que cette question relève fondamentalement du droit de la famille. » Donc c'est le droit de la famille qui sera compétent, en tout cas c'est par le droit de la famille que nous pourrons, dans cet hémicycle, rentrer sur cette question. Monsieur Aubert a dit, je crois que c'était peut-être un mot malheureux de sa part, que les couples qui allaient à l'étranger concevoir un enfant par AMP étaient dans l'illégalité. Non, ils ne sont pas dans l'illégalité. Ils ne sont pas dans l'illégalité. Ils prennent le Thalys, il n'y a rien de plus simple. Ils vont en Espagne, il n'y a rien de moins compliqué. Et ils ne prennent pas l'illégalité, ils ne sont pas dans une situation d'illégalité, c'est important de le dire. Et j'en profite pour préciser que, puisqu'ils sont très nombreux à traverser la frontière, au sud comme au nord, pour concevoir ces enfants, ils sont, je crois, à peu près 2000 par an en Belgique. Et il est vrai, quand nous sommes allés avec Philippe Gosselin visiter l'hôpital Erasme à Bruxelles, il est vrai que l'accès aux Françaises est extrêmement limité par les Belges, parce qu'elles seraient beaucoup plus nombreuses si les hôpitaux, les cliniques de fertilité ouvraient davantage leurs portes. Mais ces enfants, ils existent. Ils existent. Aujourd'hui, ils naissent tous les jours. Et ce que vous êtes en train de dire quand vous nous accusez à travers notre volonté de vouloir ouvrir la PMA aux couples de même sexe, ou en tout cas aux couples de femmes, quand vous dites que nous allons délibérément les priver d'un père et d'une mère, est-ce à dire que vous préféreriez que finalement ces enfants ne naissent pas ? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de leur dire aujourd'hui, ces enfants qui sont nés, qui naissent tous les jours, conçus en Belgique, dans des couples de femmes, vous êtes en train de leur dire il aurait été préférable dans votre intérêt que vous ne naissiez pas? Si, c'est ce que vous dites. Et vous dites pire. Vous dites pire. Monsieur Monnier, Monsieur Cochet, Monsieur Miard, s'il vous plaît, vous allez avoir l'occasion de répondre. Vous allez avoir l'occasion de répondre. Allez. Allez. Deux collègues parmi vous ont employé le mot enfant-objet. Monsieur Benisti, vous avez dit que nous étions le jour du Seigneur. Faites en sorte qu'il vous inspire mieux. Parce que dire à ces enfants qu'ils sont des objets, quand même, un peu de dignité. Plus concrètement, dans vos amendements, plus concrètement, dans vos amendements, vous restreignez l'accès à l'assistance médicale à la procréation davantage que ce qu'elle est ouverte aujourd'hui aux couples hétéros, puisque vous la réservez aux couples souffrant d'une infertilité à caractère pathologique. Ce faisant, vous oubliez les situations dans lesquelles il y a un risque de transmission de maladies qui existe dans notre droit. Donc vous êtes en retrait pour les couples hétérosexuels par rapport aux droits qu'ils ont aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, la Commission a donné un avis défavorable à l'ensemble de ces 53 amendements. Sur le vote de l'amendement 882 et les amendements identiques, je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Avis du gouvernement, Madame Bertinotti. Oui, trois points. Moi, je suis, en tant que ministre de la Famille, chargée de la protection de l'enfance, et vous avez le droit de l'enfant
toujours en bannière. Alors évitez de parler d'enfants Playmobil, c'est profondément insultant. Nous n'avons vraiment rien de commun. Jamais nous nous aurions choséifié l'enfant comme vous le faites. Donc de grâce, évitez ces expressions d'enfants Playmobil. La deuxième remarque que je voudrais faire, je le répète, que les questions de filiation soient des questions importantes, nous en convenons tous. Qu'elles soient liées à l'homosexualité, c'est insupportable. Les questions de filiation dépassent très largement la question de l'homosexualité et doivent trouver des réponses indifféremment, aussi bien dans les milieux hétérosexuels qu'homosexuels. Et donc, recentrons-nous. Moi aussi, je me répète, sur la loi d'aujourd'hui qui ouvre le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Enfin, troisième élément, vous faites référence à, je ne sais plus comment vous avez appelé ça, une philosophie judéo-chrétienne. Alors, je vais vous dire, pas du tout, parce que si vous faites référence à cela, vous allez l'expliquer à nos amis islandais, à nos amis norvégiens, à nos amis suédois, à nos amis finlandais, à nos amis hollandais, à nos amis belges, à nos amis anglais, à nos amis espagnols, à nos amis australiens qui ont aujourd'hui ouvert la PMA aux couples de même sexe. Merci. Madame la garde des Sceaux. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, je veux moi aussi dire à quel point j'ai été choquée d'entendre parler d'enfants Playmobil. Vous nous parlez constamment des droits de l'enfant. René Char disait que les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. Et les mots que vous utilisez révèlent des choses. Vous n'en avez pas toujours la maîtrise. Vous reprochez au gouvernement de n'avoir pas saisi le Conseil national d'éthique pour un texte de loi qui ouvre le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Vous reprochez au gouvernement, exposé des motifs, de malheureusement n'avoir pas évalué l'étude d'impact, en transformant de n'avoir pas effectué d'étude d'impact sur l'assistance médicale à la procréation dans un texte qui concerne le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe. Alors nous pouvons évidemment continuer à reprocher au gouvernement de ne pas avoir réfléchi à la GPA dans un texte qui concerne l'ouverture du mariage aux couples de même sexe et l'adoption. Vous pourriez aussi reprocher au gouvernement de n'avoir pas effectué une étude d'impact sur le clonage dans ce texte qui concerne l'ouverture du mariage et l'adoption aux couples de même sexe, mais il n'est pas certain que nous n'y venions pas tôt ou tard. Monsieur le Président Accoyer, vous nous proposez donc, avec d'autres, puisque les amendements sont absolument identiques, d'insérer donc dans ce texte de loi qui concerne le Code civil, je rappelle, vous nous demandez donc d'insérer dans le Code civil que l'assistance médicale à la procréation est expressément réservée aux couples composés d'un homme et d'une femme souffrant d'une infertilité à caractère pathologique dans les conditions prévues par l'article 2141-2 du Code de la santé publique. Le Code civil a tiré les conséquences de l'accès à l'assistance médicale à la procréation. Le Code civil a tiré les conséquences en matière de filiation. Là, vous nous demandez d'inscrire dans le Code civil que l'assistance médicale à la procréation sera expressément, pardon d'avouer que je ne sais pas ce que ça signifie en droit, expressément réservée à des couples souffrant d'une infertilité à caractère pathologique. Alors, en dehors du fait que je ne comprends pas ce que signifie expressément, parce que expressément, ça n'est pas exclusivement, nous en convenons. Donc, en dehors du fait que je ne comprenne pas ce que signifie expressément, je donne lecture de l'article 2141-2 du Code de la santé publique et non du Code civil, forcément.
L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué. Donc, ou bien vous voulez modifier le code de la santé publique, et à ce moment-là, vous le modifiez avec un amendement qui est d'une rédaction inférieure parce que imprécise par rapport à la rédaction actuelle, ou bien vous voulez introduire dans le Code civil une disposition du Code de la santé publique avec, en plus, les imprécisions. Bon, alors peut-être que vous nous préciserez tout à l'heure. Ce que je veux vous dire, c'est que vraiment le sujet sur l'assistance médicale à la procréation est un sujet sérieux, que le gouvernement approche de façon extrêmement sérieuse et que vraiment ce sujet mérite beaucoup mieux qu'un amendement qui, même s'il était adopté, ce qui évidemment est un risque extrêmement peu probable, exposerait ce sujet aussi sérieux à une censure totalement inutile du Conseil constitutionnel. Merci Madame la garde des Sceaux. Monsieur de la Verpillière. Merci Monsieur le Président. Le débat qui vient d'avoir lieu et les réponses des ministres montrent bien, s'il en était besoin, la justesse de notre raisonnement. Il y a en effet un enchaînement logique dans ce texte. Quel est-il? Vous avez décidé d'autoriser le mariage des couples homosexuels. Tout à fait logiquement, vous êtes conduit à autoriser également ces couples homosexuels mariés à adopter. Mais vous savez très bien que ça ne pourra pas suffire. Madame la garde des Sceaux nous a expliqué tout à fait justement que la procédure d'adoption est longue, qu'elle est très exigeante. Par ailleurs, nous savons tous qu'il y a peu d'enfants adoptables, que ce soit des enfants en France ou des enfants à l'étranger. Par conséquent, il faudra trouver d'autres solutions pour satisfaire le désir d'enfant légitime des couples homosexuels. Alors, qu'est-ce qui arrivera? Eh bien, pour les couples homosexuels de femmes, ce sera l'assistance médicale à la procréation, et pour les couples homosexuels d'hommes, ce sera la gestation pour autrui. C'est inévitable. Alors, Madame Bertinotti l'a presque reconnu. Madame Taubira est plus prudente. Mais finalement, le porte-voix de la majorité sur ce sujet, celui qui dit ce que le gouvernement n'ose pas révéler, c'est le groupe écologiste avec Monsieur Mamère qui, eux, ont au moins l'honnêteté de dire qu'ils sont pour la gestation pour autrui et pour l'assistance médicale à la procréation. Alors, Madame Taubira, encore un effort, reconnaissez l'objectif qui est le vôtre et là où vous aboutirez nécessairement. Merci. Monsieur Arnaud Leroy. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Écoutez, nous sommes là depuis quasiment une semaine. GPA, PMA, moi j'ai une demande, Monsieur le Président. Pourriez-vous offrir des sonotones aux membres de l'opposition pour être sûr que la semaine prochaine, nous pouvions parler du texte? Donc, premier point, et j'entends parler d'enfants Playmobil. Et vous vous faites les défenseurs de la famille. Arrêtez de prendre les enfants comme des boucliers, une nouvelle sorte de bouclier humain. Et là, je parle en tant que père. Vous n'avez pas le monopole de la famille, vous n'avez pas le monopole des enfants, surtout quand je les vois prier à 4 ans sous la pluie avec vos amis de Civitas. Troisième point, monsieur, j'aurais aimé avoir une étude d'impact sur le coût de l'effacement de la valeur d'égalité sur les frontons des bâtiments de la République. C'est ça aussi dont il devrait parler. Voilà, monsieur, c'est pour ça que le groupe socialiste rejettera en bloc cet amendement. S'il vous plaît, nous ferons... Ah ben il a fini. Monsieur Mariton, pour répondre au gouvernement.
vous défendez la PMA et dans un des passages clairs de son rapport, à partir de la page 91, le rapporteur parle explicitement. Entendez que l'on travaille autour du rapport du rapporteur. Il parle d'un enjeu d'égalité et de liberté. Il parle d'un enjeu de cohérence et il parle d'un enjeu de santé publique. Cela mérite qu'on s'y arrête. Ce que nous refusons, c'est la banalisation de la PMA. Ça n'est pas l'existence d'enfants. Nous savons, monsieur le rapporteur, qu'ils existent et nous cherchons, pour tous les enfants, d'apporter les meilleures réponses. Mais en réalité, ce qui nous inquiète, c'est que votre majorité et que le président de la République, dans sa campagne, avait coché toutes les cases des débats de société. Le mariage des personnes de même sexe, la PMA. Nombre de membres du gouvernement et de la majorité sont favorables à la GPA. L'euthanasie, avec les débats et les propositions engagées. L'évolution de la législation en termes de recherche sur l'embryon. Pendant de nombreuses décennies, notre pays a su vivre, nous avons su vivre ensemble avec un certain consensus dans ces questions à la fois importantes et délicates, dans lesquelles il faut réunir plutôt que de diviser. Et là, vous faites le choix de banaliser la PMA dans votre propre proposition, monsieur le rapporteur. Oui, nous confirmons que la PMA est utile quand il s'agit de résoudre une infertilité pathologique, que ces questions ont longtemps fait l'objet d'un consensus, que des travaux réunissant des compétences, des expressions, Conseil consultatif national d'éthique, États généraux pour la bioéthique, ont permis de former cela, et que c'est une grave responsabilité que vous prenez avec ce texte, les effets qu'il entraîne, le mariage comme instrument plus que comme objectif, c'est une grave responsabilité que vous prenez d'ouvrir cette voie de la banalisation de la PMA. Merci, monsieur Yann Galut. Oui, mes chers collègues, nous sommes nombreux à être en séance depuis mardi, quels que soient les bancs. Et moi, ce que je constate et ce qui me marque, c'est que on sent quelque part que vous savez, au fond de vous-même, que vous avez perdu la bataille idéologique et la bataille politique. Et à partir de là, vous ne faites qu'une seule chose. Vous détournez le débat, vous parlez de toute autre chose. Et pourquoi vous êtes arrivé à cette conclusion-là? Parce qu'on est certain, dans cet hémicycle, à avoir vécu la même chose, il y a une quinzaine d'années. On était quelques-uns à débattre, comme on le fait, peut-être d'ailleurs beaucoup plus violemment, et je tiens à le dire, que notre débat d'aujourd'hui. Et le pacte s'est passé, quelques années après, vous l'avez amélioré, et sur le mariage pour tous, ça va être exactement la même chose. On a le débat aujourd'hui, vous détournez le débat. Alors, vous nous avez dit dans un premier temps, il n'y a pas de débat, nous voyons bien qu'il y a un débat. Vous nous avez dit dans un deuxième temps, le référendum, le référendum, le référendum. Il y a 2 jours, vous avez insisté sur la GPA. Ce matin, c'est la PMA. Hier, c'était la clause de conscience au niveau des maires. Eh bien, recentrons-nous sur notre débat. Et moi, je dois vous dire, je fais partie des parlementaires qui sont quelque part un peu choqués quand vous instrumentalisez de telle manière les enfants. Vous avez eu des mots extrêmement durs. Vous avez parlé, mais vous vous rendez compte, ils nous écoutent. Vous avez parlé d'enfants objets. Vous avez parlé d'enfants Playmobil. Comment peut-on qualifier des enfants de Playmobil? Mais je pense qu'il est nécessaire que vous repreniez vos esprits. Et je dirais une dernière chose pour conclure. Nous sommes dimanche. Le débat est beaucoup plus calme. J'espère qu'il va continuer dans ce ton-là. Il nous reste, mes chers collègues, 4100 amendements à examiner. Et vous nous accusez de ne pas attaquer les vrais problèmes, que sont le chômage, les problèmes économiques. Alors, faisons en sorte de terminer ce débat, faisons en sorte d'avancer et faisons en sorte de donner les mêmes droits. Merci, monsieur Galut. Merci. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix, je le rappelle, l'amendement 882 et les amendements identiques. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places.
Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 333. Suffrages exprimés 331. Majorité absolue 166. Pour 111. Contre 220. L'Assemblée nationale n'a pas adopté